Salut, bienvenue dans cette vidéo de vlog numéro 6. Donc un vlog qui s'articule autour de ma vie d'artisan coutelier, de bushcrafter, de youtubeur et de randonneur. Donc comme souvent, on commence par une bonne marche en pleine nature. Donc là il a bien neigé cette nuit et plu aussi. Un petit peu hier, du coup il y a des endroits qui sont très humides comme ça, remplis d'eau, avec de la neige plein les montagnes et même jusqu'au village. Pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents, voilà où j'en suis dans l'étui du Ka-Bar et du Laserman. Donc là j'ai mes parties principales qui sont déjà moulées, découpées et pré-percées. Donc je vais ensuite m'occuper du passant ceinture, je vais venir y graver mon logo dessus et ensuite je vais commencer à assembler quelques pièces. Donc il restera au niveau de la découpe des pièces à fabriquer le rabat qui va servir ici pour le Laserman, et ensuite il restera également la petite sangle qui viendra se mettre autour du manche. Donc voilà un beau puzzle. Donc ensuite il faudra que je vois quelle pièce je couds avant laquelle, etc., pour pouvoir tout coudre ensemble. Mais grosso modo ça va donner ça. On aura la couche inférieure, le martyr, le passant ceinture qui sera là derrière, la couche supérieure, la petite sacoche pour le Laserman avec son rabat, et le passant ceinture il sera ici replié avec la petite sangle, ce qui constituera l'ensemble de l'étui. Donc pas mal de pièces pour cet étui. Voilà où j'en suis dans l'étui. Donc c'est un joyeux bazar. Donc on n'a pas l'impression, mais en fait ça demande pas mal d'acrobatie pour venir coudre ça. Donc je suis venu coudre le rabat ici dedans, sur cette première couche sur laquelle j'ai cousu cette partie de cette sacoche, mais pas le reste, pour pouvoir venir l'ouvrir comme ça, pour coudre par l'intérieur le martyr. Donc on retrouve ici sur l'arrière toute cette partie là, sachant que je peux pas tout coudre ici puisqu'il fallait d'abord que je couse ici. Donc voilà, j'ai fait un peu quelques micmacs pour y arriver, mais bon ça se passe bien pour l'instant. Et sur la partie arrière je suis venu coudre le passant ceinture sur lequel j'ai gravé au laser mon logo. Donc là il va me rester à finir de coudre le martyr par l'intérieur. Une fois que ça sera fait, je viendrai faire les points de couture qui sont pour l'instant ici, mais pas encore de l'autre côté là, sur ce trait. Donc je viendrai placer mes points de couture de la sacoche et de l'étui. Avant ça je viendrai coller l'intérieur ici pour que ce soit bien ajusté ici. Et une fois que tout ça sera fait, je viendrai coudre donc la totalité sur l'extérieur ici. Puis je ferai un joli ponçage du bord avec un abacarrage des coins et puis un petit peu de teinture de tranche noire pour finir. Il me restera à placer la deuxième partie de la pression ici pour fermer. Et ensuite, il me restera à faire la petite sangle ici pour venir autour du manche. Voilà comment ça se passe pour la couture. Donc je fais tout à la main avec un point qui s'apparente au point de cellier. Donc là, dans ce cas-là, je viens lever ma sacoche comme on l'a vu. Je vais passer dans un point ici. Hop, je ressors de l'autre côté. Je tire. Ensuite, je prends l'autre aiguille. Je repasse dans le même point. Voilà. Je tire de ce côté. Ensuite, je prends bien mes deux bouts. Je serre. Et je répète. Donc en fait, absolument tout mon travail est cousu à la main de cette façon. Donc ça se fait bien. C'est assez long, mais ça se fait plutôt bien. Il arrive que mes aiguilles soient coincées parce que les trous sont trop serrés, quoi que ce soit. Donc dans ce cas là, soit je vais agrandir le trou avec mon haleine ronde ici, ou alors je viens tirer avec la petite pince. Donc là je vais la prendre, hop, je vais la dévisser. Voilà, donc tout est cousu comme ça.
Et ici donc je vais jouer un petit peu sur l'élasticité du cuir pour pouvoir coudre au fond ici. Et une fois que ça sera fait, donc je viendrai coudre cette partie avec le reste comme on l'a vu juste avant. Alors comme je fais tout seul, donc les couteaux, les étuis, les contacts clients, bah, tout quoi. En fait c'est parfois pas évident de trouver l'équilibre entre le travail dans l'atelier, le travail dans le bureau avec le cuir, puisque par exemple si je fais plusieurs couteaux, bah, ça veut dire que derrière il va falloir que je fasse plusieurs étuis. Donc du coup je commence un petit peu d'autres couteaux, puis je viens de temps en temps travailler sur le cuir. Donc en fait ça demande une organisation quand même assez complexe parfois pour réussir un peu à équilibrer tout ça. Bon, dans l'ensemble ça se fait bien, mais c'est une question encore une fois de temps. Donc comme je l'ai dit déjà plusieurs fois à travers les vlogs, il faudrait que les journées fassent au minimum 48 heures pour réussir à concilier tout ça. Donc déjà beaucoup de choses réalisées dans le travail. Puis pour YouTube, trouver du temps un petit peu pour soi, sachant que ma principale occupation, on va dire, priorité, ce serait le terme plus approprié, bah, ça reste ma famille. Donc du coup, voilà, avoir trouvé du temps pour la famille, le travail, les passions. Donc dans mon cas, ce qui est bien, c'est que ma famille, mon travail et mes passions, finalement, en fait, se conjuguent assez bien, puisque du coup, tout me passionne dans tout ça. Donc du coup, c'est merveilleux, mais c'est vrai que des journées plus longues, ça serait vraiment pas mal. Donc, comme vous avez pu le voir à travers les vlogs, en fait, je fais tout le temps un peu pareil, c'est-à-dire que je travaille, puis je vais dans la nature. Voilà, ça reste tourné autour de ça, bien entendu, toujours au niveau de ce qui n'est pas ma vie privée. Mais même dans ma vie privée, finalement, en fait, on peut ajouter ma famille à tout ça, mais d'une manière générale, on va souvent en nature ensemble et tout ça. Donc, on peut dire que je fais tout le temps pareil, un petit peu tous les jours. Mais en fait, je fais tout le temps pareil de tellement de choses que finalement, moi en tout cas, je trouve pas du tout ça lassant. Et je fais tout le temps pareil, mais je travaille le bois, l'acier, le cuir. Donc en fait, c'est plus ou moins plusieurs métiers en un, finalement. Quelque chose près, on est là-dedans, quoi. Moi, j'essaye de m'appliquer autant sur le travail du cuir que le travail des couteaux, par exemple. Et pour la nature, tous les jours, je vais faire des marches. Mais voilà, tous les jours, je vois la nature qui change selon les saisons, la nature qui est différente selon le temps qu'il fait, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, de mon point de vue, n'est pas du tout lassant. Et que j'adore, quoi. J'adore faire tout ça, et pour moi, en fait, tout est mélangé, finalement. Ça fait partie d'un tout. Donc le travail du cuir fait par exemple partie finalement dans un certain sens du bushcraft. Les couteaux font partie du bushcraft, puisque ce sont des couteaux plutôt axés bushcraft, même si bien entendu ils peuvent servir un peu tout. Les sorties en forêt, les randonnées, tout est un peu lié pour moi. En fait, il y a quelques temps, je m'appelais donc Jus Bushcraft Alpin, pour ceux qui suivent depuis un moment. Et finalement, j'avais fini par m'appeler Jus Alpin. Puis au final, j'ai fini par m'appeler Julien Tex. Mais en fait, j'avais fini par enlever le mot bushcraft. Parce qu'en fait, pour moi, je trouvais ça dommage qu'il y avait pendant un moment une étiquette à avoir finalement. Quelque chose qui montrait que le bushcraft devait être une chose précise et pas une autre. Donc en fait, le bushcraft c'est ça ou c'est ci.
et c'est pas autre chose. Et en fait moi je trouvais ça vraiment dommage parce que pour moi le bushcraft ça représente un peu finalement toutes les activités que je fais, que je peux vous montrer à travers la chaîne. Quand je suis dans la nature, finalement pour moi c'est tout est un peu du bushcraft, vous voyez. Voilà, en allant un petit peu exagérer le trait, mais même très peu pour moi, en exagérant très légèrement quoi. La randonnée ça peut être du bushcraft, vous voyez. En fait pour moi bushcraft c'est le mot qui réunit tout ce que j'aime dans l'outdoor, comme on dit, dans la nature, mais le terme général utilisé c'est plus comme bushcraft, c'est un mot anglais, ça correspondrait à outdoor finalement. Et voilà, après bush c'est la brousse, ici c'est pas la brousse, ce genre de choses. Est-ce que la définition exacte c'est l'art des bois, l'artisanat des bois? Pour moi c'est pas très important en fait. Pour moi c'est ça représente un peu tout l'amour que j'ai pour toutes les choses en rapport avec la nature. Donc au final j'avais fini par trouver ça dommage que bushcraft se soit cantonné à une case ou un terme très précis. Et du coup j'avais préféré m'appeler jus alpin tout simplement, pour pouvoir être entre guillemets libre de pouvoir présenter tout ce que j'avais envie finalement sur la chaîne, même si ça n'avait pas de rapport avec le bushcraft au sens littéral. Et finalement en fait en prenant simplement mon nom, et ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais à travers le vlog. Et voilà, donc pour moi le bushcraft ça n'a pas de barrière finalement, ça n'a pas de case, ça n'a pas d'étiquette. C'est quelque chose qui pour moi représente vraiment la liberté. Donc liberté que je ressens en forêt, mais que je ressens également dans le choix de ce que je peux partager sur la chaîne. Et du coup, voilà, le bushcraft pour moi c'est quelque chose d'assez finalement général, pour quoi qui correspond en tout cas à ce que je ressens et mon amour pour la nature. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format vlog qui est justement dans le sens de la liberté dont je parlais avant, est assez libre. J'avais pas du tout prévu par exemple de parler de ce que je vous ai dit juste avant. Donc je me laisse aller et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, j'arrive au bout de cette partie là, à l'intérieur. Donc je vais la terminer et ensuite je continuerai l'étui. Donc je ne vais pas vous montrer tout le procédé, donc qui pourrait être fait, pourrait être fait dans une vidéo vraiment dédiée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je vous montrerai un petit peu quand j'aurai un petit peu avancé dessus, mais bon, ça s'approche de la fin gentiment. Pendant que la colle sèche, je travaille en même temps sur le montage d'une vidéo tarp. Donc voilà, il n'y a pas de temps perdu. On exploite la moindre seconde. Voilà pour le montage, donc c'est une vidéo tuto sur le tarp tente. Donc pendant que ça sèche, je viens travailler sur la vidéo. Donc là j'ai fait le pré-montage et je suis en train de mettre, de vérifier toutes les jonctions qu'on a ici. Et au passage je mets mon logo et mon nom ici. Du coup ça me permet de savoir où j'en suis quand je passe du temps sur la vidéo puis que je reviens dessus. Je sais que je me suis arrêté à peu près là pour les vérifications, donc il me reste à terminer tout ça. Voilà le travail sur l'étui qui est terminé. Donc nous retrouvons ici la sacoche dans laquelle il y a donc maintenant la pince Laserman, mon logo sur l'arrière, le couteau qui est donc placé dans le martyr qu'on voit à l'intérieur ici, avec une butée ici au niveau de la garde, et la petite sangle qui vient verrouiller le manche sur le passant. Voilà, petite marche en famille, je sais ce que ça donne. Au niveau des ruines. Voilà, il en reste pas grand chose. C'est une petite balade sympa à faire en famille. Et quand il y a un petit château ou quelque chose à découvrir au sommet, les enfants sont bien motivés. Et du coup, c'était bien cool.
Sur le chemin, on a pas mal de thym. Sentez-moi ça, comme ça sent bon. Alors, comment c'est la balade? Bien. C'est pas trop fatigant? Non. Tu aimes bien marcher dans la montagne? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien les lacis. On a trouvé un crâne d'oiseau et c'est cool. Dans l'herbe, enfin par terre, avec les pines de pin. C'est stylé. Ah, on se fait une sortie dans la forêt avec les petits. Là. Et du coup, ma grande a trouvé ça. Du coup, on va voir hein, pour le garder comme ça. Je sais pas trop ce que c'est comme un oiseau, mais un sacré bec. Bon, ce matin, je vais avoir ces 3 lames à tremper. Donc là, j'ai des épaisseurs différentes. J'ai du 3 mm, du 4 mm et demi et du 6 mm. Donc je vais tout simplement aller dans l'ordre de grandeur des épaisseurs. Puisqu'au fur et à mesure, ma forge va être de plus en plus chaude. Donc ça sera plus simple de chauffer les 6 mm d'épaisseur une fois que ce sera bien chaud. Donc je vais commencer par le 3 mm, le 4,5, puis le 6 mm. Voilà, pour ça j'ai allumé la forge. Ensuite j'ai placé mon bac d'huile ici. Donc c'est là-dedans que je vais tremper les lames. J'ai aussi mon ventilateur. Donc je vais faire 3 normalisations avant de tremper les lames. Voilà, je commence à monter mes lames tout doucement en température de cette façon pour que ce ne soit pas brutal. Donc juste à l'entrée de la forge. Et ensuite je viendrai les enfourner, puis faire mes cycles de normalisation avant de faire les trempes comme je vous l'ai dit juste avant. Puis je les mettrai au four pour le revenu pour terminer le traitement thermique. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai fait mes 3 normalisations et là je suis arrivé à température de trempe. Du coup je vais venir tremper dans l'huile. Bon, pour bien terminer la semaine, on a un bivouac de prévu, donc demain, en compagnie de Cyril, mon cousin. Donc on a déjà fait un bivouac une fois avec Stéphane aussi. Donc je vous mettrai un lien dans la description de ce bivouac. Mais également en compagnie de Jean-Luc. Donc Jean-Luc, il y a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle L'école de la vie. Donc je vous mettrai un lien dans la description aussi. Donc on a prévu de partir un petit peu au hasard dans la forêt comme on le fait d'habitude. Donc Jean-Luc et Cyril, a priori, vont dormir en hamac. Et moi je dormirai au sol. Puisque l'hiver, d'une manière générale, je ne prends pas le hamac. Parce que c'est toujours plus difficile de s'isoler au niveau du dos. Donc voilà, je vais partir pour une nuit soit sous tarpe, soit à la belle étoile, selon un petit peu ce que ça va donner. Donc là, je vais préparer mes affaires et quelques affaires que je vais prêter aussi à Cyril et Jean-Luc. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc en ce qui concerne la préparation du matériel, je m'y prends toujours plus ou moins de la même façon. Donc je prends mon sac, donc mon sac à dos est toujours vidé. Donc une fois que j'ai fini une randonnée, une grande randonnée, un rando-voac ou un bivouac bushcraft, quand je rentre, je vide tout, donc il n'y a rien que je laisse dans le sac. Après, dans mon petit sac que j'ai au quotidien, donc j'ai, on va dire, mon sac EDC, si on peut dire, qui fait 22 litres. Donc c'est aussi mon sac que j'utilise en rando journée. Donc là, je laisse tout le temps des choses dedans. Par exemple, j'ai toujours un petit couteau, une petite hachette, un briquet, un peu de ficelle, ce genre de choses-là, une gourde aussi. Donc ça, je laisse tout le temps dedans. Mais pour les autres sacs que j'utilise pour les bivouacs bushcraft, par exemple, quand je rentre, je le vide à chaque fois, donc je repars sur un sac nu, on va dire. Et ensuite, je procède par module, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et la première des choses que je fais, c'est que je pars sur le couchage. Donc je mets tout d'abord au fond du sac toujours le sac de couchage.
Donc je fais mon sac un peu au dernier moment, donc là on est la veille, mais ça m'arrive de le faire plus ou moins avant de partir, à quelques heures près, tout simplement pour laisser le moins de temps possible mon sac compressé, mon sac de couchage compressé dans sa housse et dans le sac, puisque au plus le sac va être comprimé, au plus ça va un petit peu gêner son gonflant et donc son isolant. Donc par exemple pour le stocker, moi je le laisse ouvert, je le bourre dans un placard mais un petit peu ouvert, je ne viens pas le replier, je ne le laisse pas dans son sac de compression. Donc je fais ça un peu au dernier moment. Donc là en l'occurrence je vais partir sur un montage, un couchage avec juste le tarp. Donc je vais prendre le sac de couchage, le tarp, de quoi attacher le tarp éventuellement, donc en l'occurrence des ficelles ou des sardines, bien qu'on puisse faire les sardines sur place. J'ai toujours le tapis de sol, donc que je place généralement à l'extérieur du sac. Et ensuite, voilà, je vais fonctionner comme ça. Donc, de quoi j'ai besoin pour dormir, de quoi j'ai besoin pour allumer le feu. Donc, par exemple, ici, Cyril m'a dit qu'il voulait voir un petit peu différentes façons d'allumer un feu. Donc, je vais prendre ma bourse où dedans j'ai ma crevette étincelante, de quoi faire du feu donc au briquet à silex, au briquet à piston, au fire steel, bien entendu. Donc habituellement, je prends pas forcément tout le temps la bourse, avec, on va dire, entre guillemets, le kit feu dedans. Mais bah là, du coup, Cyril voulait voir, donc je vais la prendre. Ce que je fais parfois, c'est que je prends un petit sac. Donc c'est un ancien sac de je sais pas quel objet, là, où c'est que je viens mettre dedans un peu de bois gras, un peu d'écorce de bouleau, un peu de choses comme ça. Donc moi, d'une manière générale, moi ce que j'aime faire, c'est allumer un feu avec ce que je trouve sur place. Ce que je trouve vraiment très intéressant, puisqu'en fait, selon les saisons, selon les endroits où on se trouve, ça va être plus ou moins facile ou difficile de trouver de quoi allumer le feu sur place. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je viens avec juste de quoi allumer le feu, donc souvent c'est le fire steel. Et ensuite, je récolte ce qu'il y a sur place. Mais c'est vrai que parfois ça peut ou aider à continuer d'allumer le feu, ou si vraiment on n'a aucune autre solution, prendre des choses qu'on avait déjà amenées. Par exemple, ça peut être utile d'avoir du bois gras, juste pour faire des petits copeaux pour lancer au départ. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas forcément en première intention, on va dire, mais que je trouve vraiment utile d'avoir dans notre sac. Donc en fait, je prends souvent un petit peu d'amadou, on va dire, en plus, amadou que je récoltais moi aussi, mais sur d'autres périodes, ou alors par exemple si je viens trouver un boulot, je prends de l'écorce, et si ça se trouve, je m'en servirai que dans 6 mois, mais au moins je l'ai dans le sac. Et ensuite, voilà, pareil, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Est-ce qu'il y a besoin de prendre une popote, la plancha, la bouilloire, ce genre de choses-là? Donc ça, en fait, on avise en général, on communique un peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée des petits groupes de discussion avant les bivouacs. Et du coup, on vient tout simplement discuter ensemble, qui prend quoi, qui voudrait quoi, etc. Comme ça, on est tous au courant des mêmes choses quand on va partir. Et ça évite aussi les doublons. Après, les doublons, c'est pas quelque chose qui nous gêne non plus. Par exemple, là, je vais prendre ma bouilloire, mais je vais aussi prendre la Kelly Kettle, qui est aussi une bouilloire. Tout simplement parce que Cyril aimerait la voir. Donc comme Cyril aimerait la voir, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo de vlog, moi je suis pas à quelques grammes près, quoi. Donc en fait, je fais attention au poids pour les grandes randonnées ou pour les randovoics. Là je fais attention au poids. Mais sinon pour un bivouac bushcraft, des fois on charrie des sacs qui sont pas mal lourds. Mais bon, c'est pas grave, je préfère m'entraîner pour être prêt à porter un peu plus. Et puis là en l'occurrence, par exemple, ça fait plaisir à Cyril de voir la Kelly Kettle, bah, je l'amène et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, ce genre de choses. Et ensuite restera à la fin, donc ça souvent je le fais au dernier moment, tout ce qui est matériel électronique, tout simplement pour avoir les piles chargées, donc de quoi avoir des piles pour la frontale. Et après il y a tout ce qui est électronique, bon j'ai rien de vraiment compliqué, mais pour pouvoir recharger le caméscope, pour pouvoir recharger le téléphone. Donc là, c'est une batterie externe, tout simplement. Et quelques piles pour la frontale, des choses à faire charger un petit peu à ce moment-là. Donc après, dans le sac, voilà, je sais que j'ai ci, j'ai ça, au même endroit, plus ou moins à chaque fois. Donc le fait de faire, entre guillemets, une petite liste comme ça, bloc par bloc, ben, ça me permet de ne pas zapper un élément ou un autre. Donc
C'est un petit peu comme ça que je m'y prends à chaque fois. Et ensuite, il restera à l'eau. Donc généralement, moi je prends une gourde pleine, voire deux, ça dépend un petit peu. Donc une ou deux gourdes, en gros, pour schématiser, 1 ou 2 litres d'eau. Et c'est souvent qu'un d'ailleurs, parce que ça dépend si on va dormir près du ruisseau ou pas. Si on ne va pas dormir près du ruisseau, j'en prends un peu plus forcément. Et si on va dormir près du ruisseau, en fait, c'est pas un problème l'eau, puisqu'on va avoir de quoi la filtrer, la bouillir. Donc je prends toujours un filtre, et on s'en sert pas forcément, pas forcément à chaque fois. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau à chaque fois, mais au moins j'ai le filtre. Donc en fait, on a une quantité d'eau illimitée avec le ruisseau, à la fois pour boire, mais aussi pour la préparation de la bouffe. Parce que ça, c'est aussi à prendre en compte quand on part dans une zone où il n'y a pas d'eau. Et ben en fait, il faut prévoir, par exemple, je sais pas, imaginons qu'on fasse cuire des patates à l'eau. Et ben il va falloir passer 1 litre d'eau juste pour la cuisson, vous voyez. Donc en fait, ça, c'est un petit peu à prévoir aussi. Mais c'est vrai que d'une manière générale, comme on part, je dirais, 3/4 du temps, voire plus, avec le ruisseau à proximité, dans les bivouacs bushcraft, l'eau, c'est vraiment pas un souci. Donc voilà, après, enfin, il reste les vêtements. Donc les vêtements qui sont à adapter selon les saisons. Des fois, c'est vraiment pas compliqué parce qu'il fait chaud. Donc en fait, plus ou moins, je pars en chemise et en pantalon et ça fait pour toute la soirée. Mais pour les bivouacs hivernaux, où là où on est un petit peu à cheval, en fait, à quelques jours du printemps, mais on a parfois très froid et parfois c'est le printemps, vous voyez. Donc là, je pense que c'est intéressant de prévoir des vêtements en conséquence. Donc souvent, en fait, mon sac est rempli de vêtements, pas trop de vêtements, donc pas des trucs inutiles, mais par exemple, moi j'aime bien avoir, je fonctionne par couche, donc en fait, je vais avoir une couche respirante en bas, en t-shirt, et ensuite, ça peut être une chemise, une polaire ou une petite veste en manche, j'aime bien parce que ça permet d'avoir un peu plus chaud, mais pas trop. Et au final, ensuite, la couche extérieure, donc ça va dépendre des périodes, ça peut être juste un coupe-vent, ou alors ça peut être, on va dire, une doudoune, entre guillemets, une parka, hein, je sais pas comment on appelle ça, pour l'hiver, ou alors une petite chemise un petit peu rembourrée, ce genre de choses-là. Donc pas mal de choses à prendre en compte là-dessus. Et ensuite, forcément la nourriture. Après, la plupart du temps, moi, je m'occupe pas de la nourriture dans les bivouacs, que je porte souvent saucissons et chips. Du coup, finalement, ce sont les autres qui s'occupent de la nourriture. Donc, mais que ce soit saucisson chips ou une côte de bœuf ou quoi que ce soit, il faut quand même la mettre dans le sac. Donc en fait, ça vient aussi pour former ça. Donc en fait, ça fait, comme on pourrait dire, comme plusieurs étages, si vous voulez, dans le sac. Et je m'y prends toujours à peu près de la même manière avec ces modules qui me permet de ne rien oublier. Donc voilà, une longue partie sur la préparation du sac. Et je vous ai quand même pas parlé du matos tranchant. Donc c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en doublon, parce que tout simplement, la plupart d'entre nous, on est fans d'outils tranchants ou d'outils en général. Du coup, ça arrive qu'on ait des doublons aussi, ou que par exemple, moi, ça m'arrive de partir avec plusieurs couteaux, alors qu'en réalité, juste avec le texte, je pourrais tout faire. Mais j'aime bien avoir le randonneur, puis le texte, ou un candy-jus, ouais, un petit couteau, un grand couteau, pour le plaisir tout simplement. Et ensuite, sinon, d'une manière générale, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir à ma ceinture, donc j'ai le couteau, donc une lame fixe. Ensuite j'ai une hachette. Ensuite j'ai le fire seal dessus maintenant. Et de quoi allumer le feu. Et du coup j'ai quand même tout le temps ma pelle, donc on peut voir ici là. Donc je vous en avais parlé déjà dans plusieurs vidéos. Donc en fait j'aime bien cette pelle tout simplement parce qu'en fait c'est du matériel dont entre guillemets on n'a pas besoin de prendre soin, mais qui va nous rendre beaucoup de services. Donc au niveau du feu, donc pour creuser, pour préparer le coin pour le feu, pour bouger les braises, ou alors de temps en temps on a besoin de creuser, de déplacer des cailloux, des choses comme ça. Et comme c'est une pelle qui coupe un petit peu, ça permet de creuser plus facilement avec les petites racines. Ou éventuellement, ça m'est arrivé de faire des bivouacs en m'en servant comme d'une hachette. J'avais refendu du bois, j'avais coupé un peu quelques branches. Donc c'est pas mal. Donc en fait, ça c'est un item que j'ai tout le temps. Qui, voilà, entre guillemets, c'est pas flashy ou quoi que ce soit. Mais que finalement, sans m'en rendre compte, j'ai fini par prendre dans toutes mes sorties, tous mes bivouacs,
Je sais pas en pourcentage comme on pourrait dire, mais bon, on va dire que dans 90% des bivouacs que j'ai fait depuis que j'ai cette pelle, finalement elle est sur le bord du sac. Donc des fois on s'en sert, des fois non. Et ça dépend. Et ensuite, toujours une hachette. Donc là, j'ai le choix sur le mur ici. Donc avec quelques hachettes qu'on avait vu déjà dans des tests. Donc là, pour ce bivouac, je pense que je vais prendre la longue Rosélie. Donc voilà, on a toujours aussi, ah oui j'ai oublié, toujours une scie. Donc peu importe le type de scie, donc une scie pliante ou une scie fixe. Quoi. En fait, moi j'ai une scie comme une scie pliante, sauf qu'elle est fixe tout simplement. Mais c'est un peu le même format. Et autrement, ça m'est arrivé aussi de faire des bivouacs avec mes scies cadres ici. Donc celle-ci appartenait à mon grand-père. Et ces deux-là, c'est des scies cadres que j'ai fabriqués dans les bois. Donc en fait, je vous mettrai une vidéo, un petit lien de celle-ci que j'ai fait, dont j'ai fait la réalisation dans une vidéo tuto. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc déjà c'est un charme fou, mais en plus c'est vrai que c'est bien efficace. Donc à voir un peu. Je vous parlais de l'acier, que j'avais donc parfois de l'acier de récup. Et dans cet acier de récup, j'ai parfois des aciers qui sont pas du tout intéressants pour la coutellerie, mais par exemple des fers à béton, des choses comme ça, qui peuvent servir pour bricoler. Et dans ce stock-là, j'ai aussi la poêle, dont je vous avais parlé, que j'avais récupéré. Donc en fait, pour le matériel un peu comme ça, des hachettes, des petites scies, des marteaux, ce genre de choses-là, il revient souvent que c'est intéressant de les prendre en vide-grenier. Et moi, pour ma part, j'ai trouvé pas mal d'outils finalement à la déchetterie. Donc en fait, quand je vais poser des choses à jeter à la déchetterie, il arrive qu'il y ait des outils, des choses comme ça. Donc en fait, moi je demande à la personne qui travaille là-bas, et en fait souvent en fait, ce sont des outils qu'ils ont laissés devant, afin que des gens puissent les récupérer s'ils en ont besoin. Donc moi, il m'arrive de temps en temps d'en récupérer à la déchetterie. Et là, très récemment, j'ai récupéré deux scies. Donc, qui pourraient être intéressantes là pour le bivouac. Voilà les scies ici. Donc une scie cadre avec une lame qui est intéressante parce qu'en fait ça c'est une lame pour le bois sec, contrairement à une lame pour le bois vert qu'on va voir après. Bien que la plupart du temps on met tous des lames pour le bois vert dessus. Donc il y a celle-ci qui est un peu plus petite et celle-là qui est vraiment balèze. Donc c'est pas exclu que je m'en serve un jour en bivouac parce que ici c'est tout rouillé, la lame est toute rouillée, mais en réalité ça fonctionne toujours, hein, il suffit de nettoyer ça. Et en fait la différence, regardez, entre les deux lames, c'est qu'en fait on va avoir ici cette particularité. Donc cette particularité en théorie qui est faite pour dégager les copeaux de bois vert. Donc en fait ça c'est une lame qui est faite pour le bois vert et celle-ci c'est une lame qui est faite pour le bois sec. Donc je dis en théorie parce que je ne suis pas non plus un expert en lame de scie, mais c'est en tout cas ce dont j'avais retenu. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est acheter une lame de scie comme ça, et ensuite faire la scie cadre comme on a vu en bois là-bas. Ou alors prendre une scie comme ça. Donc moi, j'avais une scie de ce type. J'avais juste récupéré la lame dessus. Donc voilà, imaginez un petit peu ce qu'on peut débiter ici. Donc c'est assez intéressant. Et après, par contre, la taille du bout de bois, donc ça ne va pas forcément dépendre de la longueur de la lame. En fait, la longueur de la lame va apporter du confort au niveau du nombre de fois où on va tirer et pousser finalement, puisqu'on va se servir de toute la longueur de la lame. Donc ici, je vais pousser et tirer grosso modo 2 fois moins de fois, un peu moins, mais bon, pour schématiser, qu'avec la petite scie. Mais ce qui va définir la taille du rondin, c'est ici, c'est cette partie-là. Donc en fait ici, je vais pouvoir aller jusque là. Donc ça fait déjà quelque chose d'assez balèze. Ensuite, je pourrais retourner le bout de bois et faire la même chose de l'autre côté. Donc potentiellement, quelque chose qui va faire 2 fois cette taille-là. Donc un sacré morceau. Alors que sur celle-ci, forcément, vous l'aurez compris, ça va être plus limité au niveau du diamètre du bout de bois. Mais bon, déjà avec une scie comme ça, on peut faire pas mal de choses. Et par contre, pour venir conclure le chapitre sur les scies ici, donc c'est intéressant d'avoir une scie cadre parce que ça va être très efficace et comme on peut le voir ici, on peut venir travailler sur de grandes surfaces. Mais ça va quand même être intéressant d'avoir une petite scie
pliable, ou alors une, je vais vous faire voir ma fixe. Tout simplement parce qu'en fait le cadre justement, selon ce qu'on a à couper, ça peut gêner au niveau des bouts de bois. Par exemple, imaginons qu'on ait deux branches comme ça, et on veut ne couper que celle-là sans abîmer celle-là. Et ben en fait, si on passe par l'extérieur ou quoi, mais il arrive qu'on ait des configurations avec plusieurs branches d'affilée. Et en fait, on veut couper une branche en particulier. Imaginons qu'on ait trois branches, que celles de l'extérieur ici sont vertes et celle du milieu est morte. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de couper le bois mort. Et ben en fait, on ne va pas pouvoir passer avec le cadre. Donc, soit on coupe tout, soit on coupe rien justement. Donc, l'idée, c'est plutôt de rien couper dans ce cas-là. Et là où ça va être intéressant d'avoir une lame une scie pliante, en fait, c'est qu'on va pas du tout avoir de cadre. Du coup, on va être beaucoup plus précis. On va pouvoir venir chercher la pièce de bois qu'on veut vraiment. Donc, d'une manière générale, sur les bivouacs, avec une petite scie pliante, on s'en sort assez bien. Après, ce qui peut être intéressant dans nos contrées, comme on dit, c'est d'avoir une scie cadre plutôt l'hiver, parce qu'on va avoir à habiter un petit peu des plus grosses bûches, ou des bûches qu'on aurait besoin de refendre pour venir avoir la partie sèche à l'intérieur. Je vais vous montrer juste rapidement ce dont je parle avec ma scie pliante fixe, comme ça vous aurez un petit peu une idée. Voilà ce dont je parle quand je parle de ma scie. Donc en fait j'ai fait un petit étui en cuir d'ailleurs, parce que ça c'est pareil, c'est une scie que j'aime bien, que ça fait vraiment longtemps que j'ai. Donc je me suis fait un petit étui avec un passant ceinture ici, un petit clip pour la tenir. Et bon, normalement elle n'est pas comme ça, elle a un manche plastique, tout ça. Moi ça fait vraiment longtemps que je l'ai celle-ci. Et en fait, voilà, c'est un couteau-scie. Voilà, ça serait plutôt un couteau-scie plutôt qu'une scie pliante. Et je la trouve vraiment très efficace. Et ouais, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, celle-là, elle coupe toujours bien. Donc j'en suis bien content et c'est la plupart du temps celle que je prends. Donc en fait, on peut se dire que ça prend beaucoup plus de place qu'une scie pliante, ce qui est vrai dans un sens. En fait, moi, c'est pas très gênant, puisque même avant de faire l'étui en cuir, en fait, je l'ai enroulé dans du tissu. Et en fait, je viens la caler dans le sac. Et en fait, finalement, il y a le sac de couchage, machin, puis elle est sur le bord. Donc en fait, ça prend pas trop de place. Mais voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport au cadre ou pas. Vous comprenez bien qu'on va pouvoir passer beaucoup plus aisément ici avec ce type de lame. Donc que ce soit ou un couteau-scie ou une scie pliante, finalement, ça revient au même au niveau de la lame. Donc voilà, je pense que ce sont deux outils qui se complètent. Et celui-ci suffit dans énormément de cas. Et j'aurais plus tendance à prendre le cicade, même si ça fait très longtemps finalement que je m'en suis pas servi en bivouac. Mais j'aurais plus tendance à la prendre pour les bivouacs hivernaux. Et enfin, voilà, je vous parlais de ma ceinture tout à l'heure. Donc j'ai une ceinture en cuir avec du coup le Fire Steel ici. Ensuite j'ai un petit porte-hache. Une petite sacoche dans laquelle j'ai Fire Steel aussi, et je l'avais déjà avant d'avoir celui-ci. Donc en fait dans cette sacoche j'ai Fire Steel, un briquet et des allumettes. Donc là j'ai plus d'allumettes, mais d'une manière générale c'est ce que je mets dedans. Et enfin là j'ai mon couteau, le Tex, donc que j'ai à la ceinture tout le temps, et avec un petit Fire Steel dessus. Donc voilà, c'est ce que je porte à la ceinture. Voilà un petit peu le matériel. Voilà le principe sur ce que je mets dans le sac pour les bivouacs. Et après, si ça vous intéresse, si vous êtes des bushcrafters débutants, j'avais fait une vidéo sur le matériel pour les débutants justement. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, grosso modo, l'idée c'est peu importe le matériel, peu importe la marque, peu importe même la qualité. Finalement, en fait, on ne parle pas ici d'un objet spécifique, donc telle hache, telle bâche, tel truc, tel machin, mais d'un type de matériel. Donc, par exemple, si je dis je prends le tarp, en fait, je dis pas je prends tel tarp ou telle hache, tel machin, c'est pas trop l'idée de la vidéo pour débutants, mais il faudrait de quoi s'abriter, donc une bâche. Voilà. Après, comme je l'explique dans cette vidéo, ça peut être une bâche de chantier, un truc à 1 euro, 2 euros, peu importe. Hein. Donc voilà l'idée. Après, au niveau des couteaux, ça peut être une lame fixe, un couteau pliant, ce genre de choses. Après, chaque chose évolue un petit peu en son temps. Donc il n'y a pas de souci. En fait, j'avais fait cette vidéo pour expliquer que finalement, en fait, le bushcraft, c'était l'idée d'aller faire du bushcraft, vous voyez.
Donc pas nécessairement il faut tel matériel pour pouvoir faire du bushcraft. Non, en fait ce qu'il faut c'est aller dans la forêt, voilà, c'est ça. Et ensuite ça évolue, donc après au fur et à mesure, bien sûr, selon l'expérience, selon la pratique, selon le temps qui passe, l'investissement qu'on peut avoir dedans. Il y a des gens qui vont y aller une fois par an, d'autres qui vont bivouaquer tous les mois, donc plusieurs fois par semaine. Donc évidemment que le matériel peut évoluer, peut ne pas être le même, mais ça ne change pas les catégories dont je parlais tout à l'heure, avec une partie sur le... il faut prendre de l'eau, peu importe dans quelle gourde l'eau elle est, mais en tout cas il faut prendre de l'eau, que ce soit dans une bouteille en plastique, une bouteille en inox, une bouteille en alu. Voilà, le principe c'est qu'on prend de l'eau. Donc après, peu importe si le sac de couchage c'est en duvet, en synthétique, ce qu'il faut c'est quelque chose pour se protéger. Peu importe que ce soit un tarp d'une marque très réputée ou une simple bâche, ce qu'il faut c'est pouvoir s'abriter, vous voyez. Donc c'est un petit peu l'idée de cette vidéo de bushcraft débutant. Donc je vous mettrai le lien dans la description et voilà, pour chacun de trouver ce qui lui correspond. Bon, je vais finir de préparer tout ça et pour être prêt pour le rendez-vous de demain pour le bivouac. Ça y est, Cyril et Jean-Luc m'ont rejoint, du coup on vient de se garer pour partir dans la forêt. Donc voilà Cyril. Bonjour. Voilà, on prépare les sacs. Je suis content d'être avec mon cousin et avec Jean-Loulou. Donc on est prêt à partir en bivouac, impeccable. On a des bons sacs, on a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, là je vous avais mon fourgon. Je commence à aménager un petit peu. Parce que je pars souvent le week-end en montagne. Donc j'ai mon lit avec tout ce qu'il faut. Derrière, comme vous pouvez le voir là-bas au fond, on va faire le tour. Il y a les cartes. On va aller faire les rangs que j'ai envie. J'ai toutes mes cartes. Là j'ai ma caisse où je mets mon matériel de montagne. Ma petite douche avec le rideau de douche que j'accroche à l'arrière du fourgon. Dessous j'ai mon caillebotier là que je tire, que je vais mettre là pour les pieds, tranquille. Ma réserve d'eau et puis tout ce qu'il faut pour dormir en bivouac après ailleurs si je veux pas dormir dans le fourgon. Selon où je veux aller et avec qui je vais, je m'adapte. Et tu fais un peu d'alpinisme et de spéléo aussi, non? Alors je fais de la spéléo, je fais de la via ferrata, via sulterata, un peu d'escalade, beaucoup de randonnée, un peu d'alpi, donc là je m'y mets un peu plus, j'avais arrêté un moment. Et voilà, et puis la plupart du temps je suis dans la nature, j'adore les camps de bivouac, j'en fais souvent avec mon pote Steph, et là je suis ravi d'être avec mon cousin Julien, on va partager un très bon moment ensemble. Donc c'est que du bonheur, vous voyez, il y a une belle météo, les conditions sont bonnes, la température est idéale et on va se régaler. Et on peut te retrouver sur Insta, si tu peux bien. Alors ouais, vous pouvez me trouver sur Insta, sur Cyril Tex Petit Randonneur 05 et puis voilà, de temps en temps je poste mes balades en rando, mes bivouacs, tout ce qui me fait plaisir et tout ce qui fait du bien à tout le monde, quoi. Et des treks aussi. Voilà, j'ai fait le GR20 l'année dernière. Donc GR20, normalement en 16 jours, je l'ai fait en 9 jours avec 2 amis, 2 copines. Et puis voilà, d'autres projets à venir, le Kilimandjaro, toujours en projet, mais ça c'est à voir, c'est les finances, quoi. Donc on verra plus tard. Et puis voilà, pour l'instant on se profite, on se régale et là on est en forêt et là ça va être vraiment bien. Voilà, je vous mettrai le lien de son Insta dans la description et ça a l'air bien parti pour le bivouac. Super. Et voilà Jean-Luc. Et salut, salut YouTube, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui c'est la première sortie de l'année, du printemps bientôt qui arrive. Voilà, je pense qu'on est bien prêt, il y a un temps clément qui nous attend, ça va être parfait. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, ça fait longtemps, comme je le disais au départ, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver, on mettra le lien tout plus tard. Et voilà, je reviens petit à petit, tranquillou, voilà, en mode nature. Donc là, tu as ta chaîne YouTube, l'école de la vie. L'école de la vie, tout à fait. Et du coup, c'est qu'est-ce que c'est un peu le contenu C'est dedans? une école dédiée, c'est une chaîne plutôt dédiée au partage. Alors je partage pas mal de mes voyages dessus, où je fais un peu de la cuisine parce que ma passion, moi, c'est sucré, salé. J'adore
tout ce qui se fait à manger. Ça nous arrange pour ce soir. Et puis voilà, donc vous trouverez sur quelques vidéos où j'ai fait un peu des pâtisseries en tribu au Vanuatu avec un four bricolé avec un tonneau et tout. Voilà, vous pouvez aller visionner ça. Il y avait aussi des pizzas dans un four à cookies laotien au Laos, c'était génial aussi. Voilà, il y avait plein de vidéos. Et puis après, bon, il y a des recettes aussi que je fais à la maison avec ma passion quoi, de partage. Et voilà. Donc elle est surtout dédiée au partage, ma chaîne. Très bien. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça sera le partage nature. Avec un beau moment Disney qui se profile, la chanson. Ouais, en plus, ouais, c'est génial. C'est cool, ouais. Allez, bah c'est parti. Des bons souvenirs, on se fabrique des bons souvenirs là. Exactement. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo de vlog numéro 6. Donc on part dans la bonne humeur pour le bivouac que vous retrouverez ou que vous aurez déjà retrouvé sur la chaîne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En espérant que ce partage vous ait plu. Merci et à bientôt. Le petit pouce.